Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à la chute d'un des meilleurs youtubeurs de notre génération? C'est le contraire de l'opportunisme, toute cette histoire, parce que moi je retire toutes mes vidéos, je me lance dans cette carrière-là et que c'est un risque énorme, tout ça. Donc je ne comprends pas, moi, quand je lis ces trucs-là en mode ah non, mais c'est pour parce que dans tous les cas, tous ces abonnés ils vont écouter et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Là où il y a débat, Théodore il nous fait le rappeur, certains artistes même, Osiris Jack qui dit qu'il n'y a pas la place pour moi dans le rap. Ok. Ça dit quoi l'équipe? Mais pour comprendre tout ça, revenons en 2012. Et 2012, ça rime avec ça. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. 2012, c'est l'année où on a eu l'émergence de beaucoup de créateurs comme Asiatomique ou encore Le Rire Jaune. Et Norman fait des vidéos. Bon, je pense que lui, on peut éviter d'en parler. Et sans oublier, bien évidemment, Mr V. Et si t'aimes faire la fête, le truc que tu dois absolument maîtriser, un minimum, que t'aies 19 ou 50 ans, c'est la danse. Et quelques trucs qu'on pourrait peut-être se permettre d'oublier aussi. L'époque où YouTube était plus porté vers le contenu scénarisé comme les courts-métrages du studio Bagel. Et sans oublier les sketchs de Kemar et Nato. Ne vous mettez jamais devant son écran lorsqu'il regarde le foot. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi! Ces youtubeurs ont apporté un nouveau rapport à la création de contenu que j'appellerais la next-gen de l'époque. Et lorsque plusieurs personnes ouvrent une porte, ça crée un chemin et plus précisément une voie. Et pour certains, cela s'apparenterait à une destinée. Et chaque personne sur sa destinée passe par une étape que j'appelle la salle du temps. Théodore commence YouTube à l'âge de 10 ans, l'âge où beaucoup de jeunes de son âge s'échangeaient des cartes Yu-Gi-Oh! À ce moment-là, il décide de faire un autre choix, celui d'utiliser son temps pour créer des vidéos et les poster sur YouTube. Forcément, chaque personnage dans sa quête personnelle peut s'apparenter au début à un Peter Parker dans Spider-Man 1. Hey! Stop the bus! Hey! Tell him to stop, please! Au début, personne ne regarde, c'est comme si tu avais une cape d'invisibilité face au monde. C'est une cape d'invisibilité. Je suis invisible? Ces capes sont très rares. Et ce qui va l'aider à enlever cette cape d'invisibilité, c'est la patience et son frère Matsu qui deviendra lui-même youtubeur. À force d'essais et de décisions, parce que la vie n'est qu'une question de choix, des successions de choix vont l'emmener à avoir ses premiers abonnés. Comme dans la quête d'un Peter Parker ou d'un Vegeta dans la salle du temps, tu en ressors souvent avec de nouvelles compétences. De vidéo en vidéo, il va atteindre la barre symbolique du million d'abonnés. À ce moment-là, on peut dire qu'il a atteint le niveau national, le niveau de youtubeur établi. Mais comme dans chaque histoire, le protagoniste se frotte à de nouvelles quêtes. Et ces nouvelles quêtes peuvent créer parfois ce que j'appelle le changement. En janvier 2024, un truc de fou, vous supprimez l'intégralité de vos vidéos sur YouTube. Ouais. Pourquoi? Je voulais tourner la page et le faire fort. Chaque changement de vie apporte de grosses modifications. Un peu comme dans le film L'effet papillon, chaque choix que tu fais a un impact sur le long terme et sur ton environnement. Certains de ces effets peuvent avoir un impact accéléré lorsque tu es un personnage public. Les premières graines étaient déjà plantées lorsqu'on regarde ces parodies musicales. M17, putain, Équipe. 4-4, signe de gang, bouteille de lin et je cible dedans. LMF, je suis un site dedans, je fais des jutsu pour mes chiffres de vente. Chut, 22, lève le majeur devant les 22. Ah oui, c'est le rat. Je recherche encore mes limites, mon foie vient d'engorger des litres. Ah oui. Ça fait qu'empirer, j'ai tellement tiré que mon coude fait que d'avoir des tendinites. Maman, on est sage, je vais me servir un thé. Ah oui, faire passer un message, fais le tonton un thé. Meilleur que vous tous, plat du pied. Oh. Dieu bénisse les enfants, c'est eux le futur, l'heure a sonné, pour le game c'est la sentence. D'ailleurs, si on regarde bien, beaucoup de youtubeurs sont passés par cette stratégie, faire ses premières marques en faisant des parodies de sons. Sortie de ses seufs, ce matin elle a pété. Ce matin elle a pété. Des sons qui, sans le côté humour en fait, peuvent être parfaitement audibles, qui vont switcher par la suite sur des formats musicaux beaucoup plus sérieux. Malgré des scores très intéressants, aucun n'a débouché sur une carrière musicale à long terme. La question qui suit, c'est est-ce que c'est la faute du public français? On peut constater que certains Américains ont réussi à faire le pas si on prend le cas de Joji. Joji, qui de base faisait des vidéos YouTube, il est quand même passé de ça à ça.
C'est d'ailleurs l'homme derrière ceci. Il a drastiquement changé de contenu et réussi à se créer une fanbase solide avec une direction artistique très pointilleuse. Pour ce qui est de la France, c'est tout un autre débat. Pour revenir à la question, est-ce que c'est la faute du public français si les youtubeurs ne se sentent pas légitimes dans le milieu de la musique? Je crois que c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est une question de relations et de culture. Les USA sont les premiers en termes de tendance, donc l'implémentation culturelle est beaucoup plus acceptée. Et ceci est dû à leur contexte social. Alors que la relation entre le youtubeur et le public français est totalement différente. Lorsqu'un youtubeur fait des vidéos humoristiques pendant plusieurs années, il y a quelque chose qui se crée qu'on appelle l'étiquette. L'étiquette, tu la portes lorsque tu es habillé en Lacoste N ou en Old Money. Tu fais ce que tu produis, c'est un peu comme ta carte de visite. Les gens vont s'habituer à ta personnalité. Par exemple, si demain Yannick Noah se met à faire de la trappe ou de la drill, il y a quelque chose qui va se créer dans le cerveau des gens qu'on appelle l'incohérence. Mais cette cohérence se crée parfois uniquement dans le cerveau du public. Par exemple, si je prends la couleur rose qui est plus ou moins associée à la jante féminine, un rappeur qui fait du gangsta rap aura du mal à s'habiller en rose. Même si j'avoue que certains l'ont fait avec succès en cassant les codes, si je prends l'exemple d'André 3000, cela ne reste cependant pas la couleur la plus utilisée dans ce paysage musical. Alors, du coup, est-ce que l'erreur de Théodore a été tout simplement de ne pas préparer son public? Imagine-toi être fan de Théodore, te réveillant en voulant mater une de ses vidéos et voir qu'il n'y reste plus rien. Pour certains fans qui ne souhaitent que le bonheur de leur créateur préféré, il aurait pu se lancer dans la poterie que ces fans-là continueraient de lui donner de la force. Mais j'aimerais quand même préciser que l'amour d'un fan n'est pas totalement inconditionnel. Il faut voir ça comme une espèce de transaction. Le fan donne de son temps, en échange il attend de voir le meilleur contenu de son youtubeur préféré. Il attend justement de voir ce qu'il aime chez son youtubeur préféré. On pourrait même apparenter ça à un deal. Et dans un deal, il y a certaines règles à respecter. Le fan donne de l'amour, le youtubeur donne du contenu. Mais lorsque du jour au lendemain, tout le temps donné à son youtubeur préféré disparaît, le fan peut voir ça comme une forme de trahison, une rupture de contrat. Dans le cas de Théodore, certains ont vu ça comme une rupture de contrat. Et c'est souvent ce qui se passe quand un youtubeur décide de changer. Et même quand une personne qui n'est pas publique change, ça change tout un écosystème de vie. Et pour changer, parfois, il faut savoir faire preuve de courage. On se trompe et on recommence. Maintenant, pour répondre à la question, quelle a été l'erreur de Théodore, je vous laisse le faire en commentaire et abonne-toi.